Oui, en fait, pour les questions, l'enceinte est là-bas. Donc si les gens veulent venir poser des questions, il vaut mieux qu'ils viennent la poser ici. Qu'avoir le micro là-bas. En fait, l'enceinte qui va diffuser le micro est là-bas. On les entendra pas. Et qui s'approche. Oui, merci de votre attention. Donc, j'ai pu voir qu'il y avait des questions déjà qui se... Merci Agnès Ducharme pour cet exposé. On a voulu montrer, comme vous l'avez vu, l'importance des zones humides et dans le contexte de disparition générale au niveau mondial et en particulier donc de notre zone humide, celle de la Bassée. Vous l'avez compris, le collectif Bassée Vivante a donc la ferme intention de défendre cette zone. Maintenant, est-ce qu'il y a donc des questions? Alors, je voudrais juste rappeler que ça peut être un dialogue. Parce que, donc, comme on l'a constaté, il y a des personnes qui sont déjà très actives, qui ont déjà aussi des connaissances. Donc voilà, la parole peut circuler avec Agnès, mais aussi entre vous. Juliette. Moi, du coup, j'avais la question qui avait été posée, soulevée par monsieur de manière spontanée tout à l'heure. C'est que moi, j'avais beaucoup l'impression que les gravières avaient un statut un peu bizarre de « Ah, c'est pas cool, mais en même temps, ça a l'air assez cool » parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a beaucoup plus d'oiseaux, de faune, de flore, etc. et que les paysages sont plus jolis par rapport à quand c'était juste l'agriculture assez intensive, un peu basique. D'ailleurs, il y a une photo dans le cadre de la porte derrière monsieur, là, c'est une photo aérienne avant les gravières, donc on voit bien que ça ressemble pas du tout. Et du coup, je voulais savoir ce qu'il en était. Vous dites que c'est plutôt très négatif, mais par rapport à ça, qu'est-ce que... En fait, dans le cadre du Pyrénées et puis de programmes équivalents, par exemple sur la Garonne, il y a encore beaucoup de travail sur les impacts, les conséquences positives ou négatives des gravières et de leur accroissement, de leur augmentation. Et c'est difficile d'avoir une réponse unique, en fait. D'abord parce qu'on est encore en train de travailler, puis je pense que ça prendra longtemps, malheureusement. Selon les critères, selon les objectifs qu'on cherche à atteindre, on n'a pas les mêmes réponses. Et ça, c'est quelque chose qui est fréquent en environnement. Donc, en termes de biodiversité par rapport aux oiseaux, donc vous dites, c'est joli, c'est plus joli que quand c'était des grands champs open field, je suis d'accord avec vous. Mais quand vous dites ça, vous pensez à des gravières dont l'exploitation est terminée. Parce que celles qui sont en exploitation, c'est pas très joli à regarder et il n'y a pas d'oiseaux. Donc voilà. Et après, quand on a le territoire, quand on en a fait un plan d'eau, on ne peut plus en faire autre chose qu'un plan d'eau quand même. Donc vous avez vu moi je trouve cette photo, c'est quand même impressionnant. Dans la région, il y a vraiment beaucoup de plans d'eau. Et c'est un point important. Excusez-moi, juste le micro. On va juste aussi organiser les tours de parole parce qu'il y a des personnes qui avaient levé la main. Les terrains qui n'ont pas été urbanisés sont des anciennes carrières et des plans d'eau. S'il n'y avait pas eu de plan d'eau, la totalité de la commune de Varennes-sur-Seine serait urbanisée. Juste un tout petit mot, parce qu'en fait, la réunion est enregistrée, donc il est absolument nécessaire que toute prise de parole soit faite avec le micro. Parce que c'est bon. Et moi, j'ai du coup une question qui revient de l'extérieur. Est-ce que les slides sont mis à disposition des personnes ou pas? Je vous les donnerai, oui, bien sûr. Ok, merci. Donc, J'ai oublié de dire, merci de vous présenter. J'avais perdu. Donc, je suis ornithologue, je suis secrétaire général de la NVL, l'association des naturalistes avec du loin et du massif de Fontainebleau, le président est ici présent. Bon, par rapport aux oiseaux, je veux dire que la fonction, c'est pas tellement assez joli, il n'y a pas que ça. Et là, par contre, on a des données sur des dizaines et des dizaines d'années en arrière. La NVL a été créée en 1913. On a des ornithologues qui ont renseigné dans des bases de données sous toutes les formes qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. On en a de la donnée sur les oiseaux. Et donc, il y a deux importances, c'est pas simplement le côté joli, ça, on s'émerveille toujours dans quelque chose de joli. Mais il y a aussi une fonction pour l'animation. Pendant très très longtemps, la Bassée a été une aire de repos et d'alimentation pour tous les canards nordiques dont les eaux étaient gelées à Baltique et qui venaient se nourrir chez nous, se rapatrier chez nous. C'est pas le froid qui les fait descendre.
et le fait que les eaux gelées les empêchaient de se nourrir. Donc on a tous profité pendant des années, ce qui reste au passé parce que c'est de moins en moins le cas, la Belgique fait le moins, on a de moins en moins d'hivernage qui descendent en passé. Et donc il y a cette solution. Et puis il y a tous les migrateurs venant d'Afrique qui vont eux nicher par contre sur la toundra et qui s'arrêtent chez nous. C'est comme nous quand on va en vacances, les stations-service. Donc la Bassée, par les rivières qui sont autour de ces gravières, nous apporte beaucoup de biodiversité et à l'échelle beaucoup plus grande que la Bassée elle-même. Voilà, je ne veux pas être... Ok. Est-ce que je peux vous poser une question quand même? Avant 1949, à votre avis, il n'y avait pas de migrateurs qui venaient dans la Bassée? Je ne peux pas répondre à justement. À mon avis, il y en avait déjà. Hein, mais... Et après, oui, d'accord. Voilà. Après vous. Donc là et là. Vous comparez le passé. Votre nom et votre... École des mines, Sorbonne, université, enfin, voilà, Pierre Hansen depuis l'origine. Donc, en fait, si on veut comparer le passé et le présent, il faudrait quand même se poser la question du paysage qu'il y avait ici, à cet endroit. Il ne faut pas parler de grandes cultures et de grands champs. Dans un système de polyculture élevage, on avait des forêts permanentes en bordure des cours d'eau. Donc, c'est pas forcément hostile pour les oiseaux, et c'est ce que vous disiez d'ailleurs. Il y avait déjà dans le passé lointain, c'était une zone humide. Donc voilà, il faut être raisonnable. Si on parle du passé, qu'on parle au présent, il faut essayer d'imaginer et on peut savoir quel était le vrai paysage à cet endroit. C'est tout, merci. Je vais passer la parole. Attendez, je vais essayer de suivre dans l'ordre. N'hésitez pas à vous présenter. Maud, j'habite dans le quartier. Et moi, j'ai la question aussi sur ces extractions de granulats. Ce qui me pose aussi problème, c'est qu'il me semblait que le sable, ça permettait une certaine filtration de l'eau. Et que quand il n'y a plus de sable, voilà, on boit, finalement, nous, on boit une eau qui est certes en dessous de 50, c'est une moyenne bien sûr, hein, parce qu'on est monté, il y a 2 mois on est monté à 53%, mais c'est pas grave parce que dans la moyenne on est en gros vers 48. Mais voilà, les problèmes d'eau potable se posent avec des bouteilles, voilà, on essaye de moins utiliser des bouteilles plastiques, les eaux qui sont traitées parce que j'ai pas étudié ça et je sais pas si ça a été étudié exactement sous ce prisme. Disons que les sols, il n'y a pas que le sable qui filtre, les sols eux-mêmes filtrent, les roches en dessous filtrent, notamment il y a des processus comme la dénitrification dont je vous ai parlé qui existent, mais des tas d'autres processus chimiques. Essentiellement, les problèmes de pollution qu'on a des eaux dans une zone comme celle-ci sont liés aux apports agricoles, les engrais, les pesticides. Et les nitrates, ils viennent de là. Et ça ne change pas grand-chose, je pense, qu'il y ait une gravière ou un sol par rapport à ça. Et si ce n'est que peut-être, alors quand on a une gravière, on n'a pas un champ. Donc là, on est à un point ici où il y a tellement de gravières que d'une certaine manière, ça protège un petit peu la zone parce que ça diminue. S'il y a 50% de gravières, c'est 50% de champs agricoles en moins d'une certaine manière. Et puis il peut y avoir les processus dont monsieur a parlé qui existent, ça c'est vrai. Je pense quand même que les problèmes de qualité d'eau que vous avez ici, et comme beaucoup d'endroits en France, ne sont pas des problèmes exclusivement locaux. Ils se développent à grande échelle dans tout le bassin de la Seine. Et voilà, mangez bio. Juste pour compléter, pour qu'il y ait dénitrification dans une gravière, il faut que le fond soit de très mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'elle soit en anoxie en fait. Donc une gravière n'est pas un lieu de dénitrification spontanément. Il l'est si la gravière est en très mauvais état, c'est-à-dire s'il n'y a plus d'oxygène. Des naturalistes des terres de France. C'est surtout sur l'évolution que je suis plutôt inquiet, je ne dois pas être le seul. C'est qu'on sait déjà que les zones humides inférieures à 1 hectare ne sont plus repérables et ne sont plus identifiées comme des zones humides, mais il y aurait un projet de loi ou enfin un dépôt par un sénateur
qui changerait la définition, où il dirait où il y a la présence d'eau ou de plantes hygrophiles. Et là, on dirait qu'ils vont mettre et la présence, et le fait de doubler les deux va encore rendre plus difficile, je dirais, la qualification de zones humides, et ça veut dire que ça va diminuer, et ça c'est inquiétant pour moi. C'est inquiétant, et je voudrais juste profiter de l'occasion pour rendre hommage aux collègues de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui sont très importants pour faire respecter les règles environnementales, pour faire en sorte que les nouvelles soient bonnes, et qui sont extrêmement attaquées par plein d'acteurs en ce moment et pas très défendus par les de zones humides et de végétation. Donc effectivement la zone repérée diminue très très fortement et la zone protégée surtout. Donc c'est effectivement très grave. Effectivement très grave. Alors, monsieur, et ensuite vous, d'accord. Oui. Bonjour, Joël Savry, vice-président de l'association Primaire de 77. J'ai deux questions à vous poser. Il y a des projets de panneaux photovoltaïques, normalement 3 ou 4 dans la bassée à l'heure actuelle. Vous parliez d'évaporation, j'essaie de voir les arguments qu'on pourrait nous dire. Est-ce que ça risque de temporer l'évaporation qui pourrait être un argument de poids par rapport aux promoteurs, pour savoir un peu comment on pourrait, on va dire, discuter sur ces différents projets-là. Puis dernièrement, j'ai fait une réunion avec le siège de l'IER. Effectivement, dans les zones humides, ce qui est un peu dommage, ne sont pas répertoriés, par exemple, les bois où il y a toutes les mares, où il y a des réseaux de petites mares et puis de fossés en eau, qui sont, pour les batraciens, par exemple, très importants. Donc ils ne sont même pas répertoriés. Et ça, c'est les bureaux d'études. Donc moi, j'ai posé la question, pourquoi c'était pas répertorié? Donc c'était la vallée de Guerre, il y avait un siège. En fait, savoir si un cours d'eau est un cours d'eau ou un fossé, ça change tout par rapport à la protection environnementale. Il y a eu un déclassement il y a quelques années d'une partie des petits cours d'eau en fossé. Et une des raisons pour lesquelles c'est mal répertorié, c'est que ça couvre un nombre incroyable de kilomètres de long pour les cours d'eau et d'hectares pour les petites zones humides. Non, mais c'est une richesse pour la biodiversité, parce qu'en termes de tritons, la forêt de Fermois, pour l'avoir sillonnée en long et en large, en ce moment c'est hyper inondé, mais les batraciens seront bien portés cette année. En 2024, on a explosé les chiffres, mais on a fait suite à 5-6 années de sécheresse où il n'y a pratiquement pas eu de reproduction, puisque la période de reproduction, tout était asséché. On avait même des problèmes avec la dérogation qu'on avait, on devait les relâcher à l'endroit où on les a ramassés, c'est dans un caniveau. Mais le problème, c'est que l'endroit était sèche, on avait demandé dans la dérogation de les relâcher ailleurs, ça ne nous a pas été attribué. Et des fois, c'est aussi un peu problématique quand on demande des dérogations. Nous, on essaye de faire en sorte que le maintien des espèces, que ça soit déplacé même de 10 km, si c'est dans une zone humide, ils vont se reproduire, peu importe, ça fera rien. L'action d'associations comme la vôtre est essentielle pour maintenir la biodiversité au plus près dans toutes les zones. Après, donc, le repérage, l'identification des zones importantes a toujours été une difficulté. J'ai essayé de vous expliquer certaines des raisons. Il y a d'autres raisons qui sont qu'il y a des gens qui ne veulent pas, mais ça se combine. Et donc, votre première question, c'était sur les panneaux photovoltaïques. Donc oui, très certainement sous les panneaux photovoltaïques, ça évapore moins, mais aussi il y aura moins de végétation parce qu'il y aura moins de lumière et qu'elles en ont besoin. Pour les installer, ces panneaux voltaïques, il va falloir mettre du ciment, tirer des câbles électriques, etc. Donc c'est quand même une forme d'artificialisation. Et à mon avis, il y a quand même des meilleurs endroits pour mettre des panneaux photovoltaïques que des zones humides à protéger. Et notamment tous les sites déjà utilisés et abandonnés. Il me semble que c'est quand même par là qu'il faudrait commencer. Mais c'est un vœu pieux, j'ai l'impression, malheureusement. Moi, je suis en Pierre, j'habite un petit village à côté. Nous avons, comme tous les gens de la région, des gros soucis d'avoir une eau potable. Mais s'il y a beaucoup de Parisiens là, il faut savoir que ici, les enjeux de l'eau sont absolument énormes. Paris a 2 zones de captage d'eau,
Il y a des ouvrages qui ont été faits il y a longtemps pour prendre l'eau de la Seine, remplacer la rivière qui est la Voulzie, par exemple, mais ça peut être noté là. Ils ont essayé de rendre ce bassin de la Voulzie un peu vert. Il y a beaucoup de difficultés naturellement à tout ça. Deuxièmement, il y a eu des regroupements grâce aux intercommunalités, ce qui fait que la zone d'Ernée s'est retrouvée garante de pompage assez profond pour alimenter dans l'absolu, dans plusieurs années, quasiment un tiers, un quart du sud Seine-et-Marne en eau potable. Et troisième point, c'est tous les dangers de passer. Nous avons quand même une centrale nucléaire qui est juste à Nogent. On n'en a pas parlé, mais ça me paraît quand même être un gros morceau dans l'affaire. Donc ça, c'est le troisième point. Et il y a des zones humides qui sont aussi importantes que la Bassée, qui viennent alimenter la Bassée. Je parle à la vallée de la Voulzie, par exemple, qui est une zone absolument extraordinaire. Il y a aussi plusieurs petites rivières comme ça sur le côté de la Seine, qui sont très importantes aussi, je pense, à étudier, et qui ont un rôle forcé là-dedans. Et encore, je change de casquette pour répondre à deux questions qui ont été posées, en tout cas, apporter quelques éclaircissements. Je trouve que je suis d'une part élu au conseil départemental de protection de l'environnement, la CDPNAF, il y a pas naturel, agricole et forestier. Nous passons en revue tous les PLU, PLUI et autres SCOT, où nous faisons la chasse justement aux zones humides qui ne sont pas répertoriées par les bureaux d'études. Donc lorsqu'un élu vient présenter son plan d'urbanisme et qu'il y a des zones humides que la DDT connaît ou qu'elle peut faire inventorier par les deux procédés pédologiques et floristiques, donc on demande que ce soit pris en compte. Et ces zones-là deviennent indélages sur la carte, elles sont données, elles ne sont plus constructives. Ça c'est un point. L'autre point par rapport à la garantie sur l'eau potable et sur les affluents de la Seine. Il est en train de se constituer, ça fait 3 ans qu'on y travaille, il faut 5 ans de travail pour constituer le SAGE, c'est le schéma d'aménagement. Donc la Seine est partagée en plusieurs tronçons, et ici on se trouve sur le SAGE Bassée-Voulzie, donc qui part de Montereau et qui va jusqu'au-dessus de Nogent et qui est piloté par la préfète de l'Aube. Donc là je suis élu à la clé, c'est encore notre casquette. Et donc effectivement nous avons entamé dans une phase d'état des lieux au départ, on a dressé le document. L'état des zones humides, on a fait faire des études, on a embauché une salariée pendant 1 an pour cartographier, pour repérer, et derrière on a fait des ateliers où on a, d'après des critères, des tableaux multicritères, sélectionné les zones humides qui étaient les plus importantes à préserver, à la fois pour la biodiversité et à la fois pour l'alimentation en eau potable, pour la garantie. Parallèlement, les études ont été faites pour chasser aussi toutes les communes qui n'ont pas encore des stations d'épuration à la norme, ou qui débordent en cas d'orage. Donc autant aussi de pesticides cette fois que nous sommes agricoles et que vous récupérez dans la nappe alluviale à travers les cours d'eau. Voilà, je ne peux pas être plus long, mais c'est très long, il y a beaucoup de travail à faire, il y a quand même des gens qui se retroussent les manches pour essayer de faire avec les nouveaux forages à la non-ville, mais nous bataillons aussi très très fort contre le canal à grand gabarit. Et dans les slash que vous avez montré, vous avez expliqué qu'il était déclaré d'utilité publique en 2022. On se demande si on ne marche pas sur la tête. Avec toutes les inondations, tout ce qu'on entend là, on va nous faire 38 km de plus de grand gabarit, avec plus large, plus profond. Voilà, et ça va empêcher les inondations de s'étendre, donc les nappes phréatiques, tout ce que vous avez dit. Beaucoup de casiers. Alors, bon, donc, je représente donc, France Nature Environnement au comité départemental des risques naturels majeurs. Voilà. Et donc le fonds Barnier, qui va être en plus, toutes vos assurances, là, à partir du 1er janvier, vous allez prendre 6% de plus pour alimenter les catastrophes naturelles qui ne vont pas s'arrêter. Parce que si on fait le grand gabarit, je voudrais l'avis de la spécialiste agréée, à Paris, ils vont boire la tasse encore plus que ce qu'ils boivent maintenant. C'est une évidence. Donc comment peut-on déclarer d'utilité publique ce canal? Voilà. Alors vous êtes sur le site, dans toutes les nappes phréatiques, enfin nous on a un gros travail d'information avec notre fédération,
et on compte sur les venir chez vous. Alors là, c'est un peu petit parce qu'il faudrait trouver plus grand, hein, si on veut vraiment sensibiliser, puisqu'il va y avoir une enquête publique qui va être organisée, et c'est à ce moment-là qu'il faudra vraiment dénoncer ce cas-là, la grande gabariste de continuation. Il n'y a pas moyen d'avoir un endroit où on peut se recenser collectivement et mettre ensemble les remontées de tout le monde. La préfecture, la DDT. Non, d'abord entre nous. Mais il y a une base de données, donc il faut l'alimenter.